À l'issue de 4 heures de réunion avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, la Tunisie a reporté samedi lundi les premières élections municipales de l'après-révolution. Espérées depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelon local avec ses milliers d'élus. Ils devaient aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne dont la dégradation depuis 2011 hérite les Tunisiens. Nous avons accepté le report des municipales et la date proposée par l'ISI le 25 mars. Ce report n'est toutefois pas réellement une surprise. L'ISI, l'instance chargée d'organiser le scrutin, ayant été agitée par des remous au cours des derniers mois. Son président Chafik Sassar, personnalité respectée, qui avait mené à bien les élections législatives et présidentielles de 2014, a démissionné avec fracas en mai, en laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière transparente et impartiale. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISI. Les récentes craintes de voir s'effriter l'héritage de la révolution ont été renforcées par les déclarations d'un conseiller politique de Nida Tounes, selon lesquelles le parti du président est favorable à un appel à un référendum en vue de changement du régime politique. Signe d'une défiance de la population, la campagne de sensibilisation pour les municipales a été laborieuse, l'ISI enregistrant moins de 500 000 nouveaux votants sur 3 millions de nouveaux électeurs potentiels. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devaient élire les responsables de 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Auparavant, une contamination par l'hépatite C en Égypte, même diagnostiquée, aurait été à peine prise en charge, voire non traitée. Mais un nouveau médicament bon marché produit en Égypte depuis 2015 et un programme gouvernemental destiné à éradiquer le virus a permis à de nombreuses personnes d'être soignées facilement. Le Conseil des ministres a décidé de viser 6 catégories de la société égyptienne: les étudiants universitaires, les patients des hôpitaux publics, le cadre médical des hôpitaux publics, les personnes qui se rendent aux banques de sang, aux laboratoires et aux prisons. L'Égypte a longtemps abrité le niveau de prévalence de l'hépatite C le plus élevé au monde, une épidémie déclenchée dans les années 1950 à cause d'un programme national de vaccination massive avec des seringues non stérilisées. Environ 20% des malades atteints par ce virus, transmissible par le sang, qui peut conduire à un cancer du foie et une cirrhose, se rétablissent sans avoir besoin de traitement, mais les autres peuvent rester infectés plus de 30 ans sans symptômes. Nous avons traité 1 130 000 citoyens égyptiens. Cette affaire a déjà coûté 3,3 milliards de livres égyptiennes au gouvernement égyptien à ce jour. Depuis 2006, l'Égypte mène des enquêtes sur la propagation de l'épidémie et négocie des bas prix pour importer les médicaments. Première avancée, l'entreprise pharmaceutique américaine Gilead a développé le Sovaldi, un médicament approuvé par la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments en 2013. L'Égypte a réussi à négocier une réduction du prix de ce traitement onéreux, estimé à 84 000 $ ou 1 000 $ pour un comprimé. Le Comité national pour le contrôle de l'hépatite virale a ensuite mis en place un site internet pour l'enregistrement des patients qui a connu un succès immédiat. Il s'agit d'une mesure positive. Les gens doivent se sentir rassurés, que ce soit positivement ou négativement. Franchement, c'est un geste important du ministère de la Santé pour rassurer les travailleurs et les gens en général. De son côté, une société égyptienne, Tourncure, a profité du bas prix du traitement pour attirer les patients venant de pays où le médicament restait inabordable. Pour 7 000 $, environ 5,900 €, elle offre le vol, un séjour d'une semaine, des tests sanguins et un traitement, et même 5 jours consacrés au tourisme en Égypte. Cette société affirme que cette somme représente 8% environ du prix du traitement, seul appliqué ailleurs, comme aux États-Unis. Les patients repartent chez eux avec un suivi médical et le reste des médicaments en poche. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans,
que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.